La session, cette fois-ci, cas clinique, avec le docteur Céline Guichon de Lyon, qui va nous présenter un cas clinique sur la thématique du syndrome hépato-rénal. Donc on va faire à peu près 20-25 minutes de cas clinique, et puis il y aura un deuxième cas clinique avec Thomas Rimley, et puis on discutera au fil de l'eau. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille dans un service de réa essentiellement, qui est une activité très digestive centrée, chirurgicale, post-transplantation et puis cirrhose décompensée. Donc c'est pour ça que je vais vous parler du syndrome hépato-rénal. Et en fait, je ne vais pas vous parler du syndrome hépato-rénal parce que c'est un peu has-been en 2025. Je vais vous parler surtout d'insuffisance rénale aiguë chez le cirrhotique. Et puis, pas sans vouloir me carboniser complètement et parce que le temps m'est compté, je vais vous dire que finalement, l'insuffisance rénale aiguë chez le cirrhotique, c'est comme l'insuffisance rénale aiguë en réanimation. Vous pouvez faire exactement pareil que d'habitude. Et puis voilà, j'ai terminé. Mais bon, je vais essayer de vous montrer pourquoi je vous dis ça quand même, parce qu'il y a un tout petit peu d'arguments pour le dire. Donc, je n'ai pas forcément de lien d'intérêt avec ce topo. Donc, on va commencer par un cas clinique que j'ai fait à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il faudra voter à main levée. Donc, je vous présente Madame B, mais c'est pour ambiancer un peu la salle. Elle a une cirrhose MASH, donc ce n'est pas une erreur, hein, on ne dit plus NASH, on dit MASH pour métabolique, alors qu'avant NASH, c'était pas de l'alcool, c'était pas de l'hépatite, c'était autre chose. Donc maintenant, on dit MASH pour métabolique. Et donc, cette cirrhose, elle est suivie depuis plusieurs années, et Madame B, elle a aussi le diabète, puisqu'elle est MASH, et elle est hospitalisée en hépatogastro pour une décompensation d'hématoacytique, avec un trigger infectieux, comme d'habitude. Et finalement, elle vient chez vous en USC parce qu'en fait, elle est oligurique depuis 48 heures, alors qu'elle a du furo, bonne dose. Et finalement, ça ne marche plus. Donc la créatine monte, l'uréal monte, la pression elle descend, et elle a un bilan hépatique qui n'est pas si cata, et elle n'est pas encéphalopathe, et par contre, elle ressemble à un bibendum. Alors, c'est là où il va falloir être réactif. Quelle est la définition de l'insuffisance rénale aiguë chez le cirrhotique? Alors, qui pense que c'est une insuffisance rénale fonctionnelle? Vous pouvez lever le bras plusieurs fois. Personne. Qui pense qu'il faut de l'acide? Tic-tac, personne. En présence d'autres signes d'HTP, donc de l'insuffisance rénale fonctionnelle avec de l'HTP, par exemple, qui n'a pas de l'acide. Une demi-main. Est-ce qu'il faut un certain niveau de sévérité de la cirrhose, c'est-à-dire à partir du child B seulement? Vous pouvez faire ça si ça ne se prononce pas. Voilà. Rien de spécifique chez le cirrhotique, c'est du KDIGO classique. Ok, je vais rentrer chez moi, du coup vous savez tout. Donc effectivement, l'insuffisance rénale aiguë chez le cirrhotique, c'est du KDIGO classique, ce qui n'a pas toujours été le cas, loin de là. Et j'en veux pour preuve en fait cet enchaînement de définitions. Voilà, pour l'instant on a erré pendant de nombreuses années pour essayer de définir cette insuffisance rénale aiguë, tout ça pour finir sur un critère KDIGO tout à fait classique. Et donc on considère qu'un cirrhotique il a une insuffisance rénale aiguë, une AKI, à partir du moment où il augmente sa créate de 26 micromoles par litre, où il la multiplie par 1,5. Avant, il n'y avait pas de critère. Le critère de Durez avait disparu de la dernière définition, et là, le critère de Durez est réapparu. Et donc, du coup, il faut une Durez qui commence à ramollir un peu, inférieure à 0,5 ml pendant au moins 6 heures. Si tant est qu'on puisse avoir une sonde urinaire en service et qu'on monitore ça de manière un peu fine. Et donc voilà, l'insuffisance rénale aiguë chez le cirrhotique, c'est quand même extrêmement fréquent, puisque c'est 50% des patients hospitalisés, et a fortiori 60% en réa. Et donc cette petite slide pour vous montrer combien c'est difficile d'estimer la fonction rénale chez le cirrhotique. Donc on l'a déjà dit plein de fois, en réanimation, la créate, ça vaut rien, mais chez le cirrhotique, ça vaut moins que rien. Et pourquoi? Parce que là, vous avez sur votre gauche Alcaraz, sur votre droite Madame B, et Madame B, elle est obèse sarcopénique, elle a de l'acide, elle a de la bilirubine, et pour toutes ces raisons-là, c'est encore plus difficile d'estimer le débit de filtration glomérulaire avec la créate chez cette patiente, à cause de cette sarcopénie, à cause de la présence de l'acide, et puis l'hyperbilirubinémie, alors pas à 64, mais quand elle commence à s'élever beaucoup, au bout d'un moment, ça fausse complètement
la mesure de la créate. Donc quoi qu'il en soit, toutes les équations qui vous sont proposées pour essayer d'estimer le DFG chez les cirrhotiques, c'est encore moins bon qu'en réanimation, si tant est que ça vaille quelque chose en réanimation. Et là, tout un tas de méta-analyses pour vous le prouver. Donc on voit rien, c'est pas grave, mais c'est pour vous montrer que ça, c'est toutes les équations qui sont utilisées. Donc il y en a 18 à partir de la créate. Et toutes vous montrent que finalement, à droite, vous surestimez le DFG par rapport à un DFG qui a été mesuré par du Yoexol ou un autre marqueur. Et si vous utilisez des équations basées sur la mesure de la cystatine, vous sous-estimez votre DFG. Et ceci est d'autant plus vrai qu'il existe déjà une atteinte rénale chronique chez les patients cirrhotiques. Donc dès que vous avez un DFG qui est inférieur à 60, toutes les équations basées sur la cystatine et ou la créate sont mauvaises et surestiment très largement le DFG. Et c'est également vrai quand le patient a de l'acide. Donc finalement, tout ça pour dire au chiottes, le DFG estimé à partir de la mesure de la créatinine sur le ionogramme plasmatique. Et les auteurs n'ont pas peur parce qu'ils se sont quand même dit que même si c'était nul, dans les moins nuls, il fallait prendre le MDR4 ou le CKD-EPI de 2012 qui étaient les moins mauvaises façons d'estimer la clairance sur le DFG. J'en profite pour vous dire qu'un ionogramme urinaire avec un UV sur P, ça coûte rien et ça peut rapporter gros. C'est pas une mesure qui est parfaite, mais chez Madame B qui a 100 de créate ou 180, alors que normalement sa créate atténuée est probablement 30, ça permet quand même d'avoir une estimation de son DFG et au moins d'adapter les antibiotiques que vous ne manquerez pas de lui mettre, notamment la bêta-lactamine. Et donc vous la challengez soit par votre senior, soit par votre interne, selon votre position actuelle, et qui vous dit qu'est-ce que c'est que cette insuffisance rénale aiguë? Alors, qui pense que c'est forcément SHR, insuffisance rénale aiguë, cirrhose décompensée, bim. Pourquoi pas? Non, c'est de la iatrogénie. Furo 80 mg jour, sepsis urinaire. Comme ça. Oui. Vous pouvez lever le bras plusieurs fois. C'est du sepsis. Why not? Ça ressemble à un bibendum, c'est de la congestion. Eh oui. Rien de tout ça, un peu de tout. Oui, probablement un peu de tout, parce que c'est la vraie vie. Et pour avancer un peu dans cette discussion qui finalement n'a pas beaucoup d'intérêt, qu'est-ce que vous pourriez utiliser comme autre élément pour vous avancer un peu dans ce diagnostic de syndrome hépatorénal? L'acide. Est-ce que la acide est absolument nécessaire pour le diagnostic de SHR? Bon, la réponse est oui. Le trigger septique. C'est vrai que c'est souvent un trigger de SHR. La gravité de la cirrhose appréciée par le score de Child. Pourquoi pas? L'expérience. Ça marche aussi. Ou aucun de ces éléments. Bon. Et donc du coup, voilà pourquoi je vous parlerai plus de SHR, parce que c'est has-been. Maintenant, on parle de SHR ou HRS en anglais, et KI, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le SHR, c'était bien beau, mais en fait, ça n'existait jamais seul. Et que l'insuffisance rénale aiguë chez le cirrhotique, elle était multifactorielle. Il a fallu de nombreuses années pour s'en rendre compte, mais c'est actuellement la définition qui court. Et donc, du coup, on ne dit plus SHR, mais on dit SHR associé dans un cadre d'insuffisance rénale aiguë du cirrhotique. Et donc, du coup, qu'est-ce que disent les experts? C'est des recos qui sont sortis dans Hépatologie en 2024, là, qui sont plus ou moins dévoilés dans un article du New England qui est paru une année plus tôt, mais c'est la même équipe. Et donc, du coup, ils disent, pour les SHR, il faut un critère de créate, donc il faut que la créate monte de 26 micromoles, il faut un critère de diurèse inférieur à 0,5 pendant 6 heures, et ils suggèrent peut-être que si on regardait la fraction excrétée du sodium, en dessous de 0,2, ce serait peut-être en faveur d'un syndrome hépatorénal, mais c'est quand même pas terrible. Donc on est revenu en dessous de la case départ.
Et de la même façon qu'on ne dit plus SHR tout seul, mais SHR associé à l'insuffisance rénale, on ne dit plus SHR de type 1 ou 2, mais on dit HRS AKI et puis HRS CKD si c'est chronique, ou EKID si c'est plus de 7 jours, mais moins de 3 mois. Donc je vous avais dit qu'on n'allait pas inventer l'eau chaude, et donc voilà. Un petit peu, mais finalement c'est du bon sens, mais on est content finalement que le bon sens revienne sur le devant de la scène. Et, excusez-moi, hop. Et donc ça c'est sur la récupération du SHR qu'on verra un petit peu plus tard. Et donc du coup, pourquoi toute cette complexité? Alors l'insuffisance rénale aiguë c'est compliqué, mais chez le cirrhotique c'est encore pire. Et qu'est-ce qui fait que les cirrhotiques sont des sujets ultra vulnérables sur le plan rénal? Déjà, ils ont la cirrhose. Alors, dans la cirrhose, qu'est-ce qui se passe? Plein de choses. D'abord, les patients transloquent en permanence, comme vous et moi, mais encore plus parce qu'avec l'hypertension portale, il y a une disjonction, par exemple, des tight junctions au niveau de l'entérocyte, ce qui fait que les bactéries passent librement. Et comme vous avez une défaillance hépatique, tout le système immunitaire qui est dans le foie ne fait pas cette clairance des bactéries. Et donc, du coup, il s'ensuit un espèce de syndrome inflammatoire à minima, une espèce de sepsis-like chronique qui fait que les patients sont vasodilatés comme un patient septique. Et donc sur cette vasodilatation-là, il y a aussi une libération des médiateurs de l'inflammation, des médiateurs pro-oxydants qui vont eux-mêmes être délétères pour la fonction rénale. Et par ailleurs, vous avez aussi, dans le cadre de cette vasoplégie un peu intense et systémique, vous allez avoir une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone qui va faire que votre patient va très rapidement ressembler à un bibendum, quel que soit le trigger de départ, du sepsis, de l'hémorragie digestive ou encore de la iatrogénie. Qu'est-ce qu'on fait chez les cirrhotiques aussi? On leur administre tout un tas de médicaments qui sont eux-mêmes des médicaments très à risque pour la fonction rénale, et encore plus sur les cirrhotiques. Donc, les INS, on peut en parler, mais normalement, on essaye d'être un peu conservateur, on ne les utilise pas chez les cirrhotiques. Mais par exemple, les diurétiques, on les utilise larga manu, pour essayer de contrer un peu, pour essayer de contrer cette activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et donc du coup, l'équilibre est précaire, ce qui fait que quand le patient est compensé, ça va bien, mais quand le patient est décompensé, ça ne va plus du tout. Les parasynthèses de large volume, il faut absolument éviter ça, parce que vous allez mettre le patient en hypovolémie. Donc si vous ponctionnez de l'acide, il faut s'arrêter au bout de 4-5 litres, parce que sinon vous allez mettre le patient en hypovolémie et vous allez probablement le décompenser sur le plan rénal. Et après, l'infection, c'est également un trigger qui est très fréquent chez les cirrhotiques, infection urinaire, infection du liquide d'acide, que sais-je encore. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, le cirrhotique, il est extrêmement vulnérable sur le plan rénal, il faudrait être très conservateur. J'en profite pour vous dire que n'importe quel épisode aigu qui se présente chez un cirrhotique qui est sous bêta-bloquant, il va falloir arrêter les bêta-bloquants pour essayer de limiter l'impact sur la fonction rénale. Donc s'il descend chez vous en réanimation, ou qu'il monte, peu importe, il arrive avec son propranolol, ou plutôt son carvedilol, vous arrêtez les bêta-bloquants, vous ne posez pas de questions, de la même façon que vous ne les réinstaurez pas après un épisode aigu. Le patient, il va tranquillement en service, il réinstaure les bêta-bloquants, le patient refait un sepsis, il revient chez vous, mais en tout cas, il ne faut pas les instaurer en réa, ce n'est pas un traitement pour les patients décompensés. Alors, quels examens allez-vous réaliser à l'admission dans ce contexte d'IRA chez un cirrhotique? Je vous préviens, ça va être très novateur. Une échographie cardiaque. OK. Une échographie abdominopelvienne. Pourquoi pas. Un ionogramme urinaire avec mesure de l'UV sur P. Bravo. Une cytologie urinaire, recherche de protéinurie. Oui. Une PBR. Bon. Oui, mais non, mais oui, mais... Oui, il va peut-être un peu saigner. Et un NGAL urinaire. Je vais te parler de deux derniers items parce qu'on peut en dire quelques mots quand même. La PBR chez le cirrhotique, alors on aimerait bien, mais c'est quand même 30% de complications. Ça fait beaucoup. Probablement qu'il y en a moins par voie transjugulaire, mais on n'a pas de littérature pour l'affirmer. Mais dans la population générale, c'est 0,9% versus 30%. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on ne fait pas de PBR chez les cirrhotiques, même si on a bien envie. Et à propos du NGAL urinaire, c'est un peu comme tous les biomarqueurs, c'est probablement le plus robuste à l'heure actuelle pour essayer de distinguer une nécrose tubulaire
un syndrome hépatorénal chez le cirrhotique avec un cut-off à 220, mais pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas prendre en compte cet élément-là pour lequel il nécessite un peu plus de recherche, et il y en a pas mal actuellement. Alors, l'échographie cardiaque, bah, évidemment, c'est comme dans tout, je vais vous en reparler juste après. Sur le bilan étiologique minimum, en fait, c'est l'insuffisance rénale aiguë standard, donc il va quand même falloir éliminer toutes les autres causes d'atteinte rénale chez un cirrhotique, qui sont quand même nombreuses. Par exemple, cette dame, elle est MASH, elle est âgée, donc elle a probablement un peu d'hypertension, et elle est diabétique, on le sait, donc il va quand même falloir rechercher une protéinurie, parce qu'elle peut avoir la peste et le choléra, elle peut avoir déjà une néphropathie diabétique sur laquelle il y aura une agression supplémentaire. Bon, la néphropathie obstructive, c'est sûr que allez jeter un coup d'œil sur la vessie pour vérifier qu'elle n'est pas complètement distendue, et les voies urinaires également, ça ne mange pas de pain. Ça, c'est l'ensemble des médicaments qui peuvent précipiter l'insuffisance rénale, sur lesquels vous n'aurez pas forcément de diagnostic à faire en dehors de les éliminer et de suspendre les traitements. Et vous avez aussi toute la partie glomérulaire qui est liée notamment à l'hépatite C, qu'on ne voit plus du fait de l'efficacité des traitements, mais qui existait beaucoup auparavant. Mais vous n'êtes pas à l'abri de trouver une néphropathie IgA chez un patient alcoolique, par exemple. Donc votre patient, il peut avoir du syndrome hépatorénal, mais probablement il ne sera pas pur, il faut absolument éliminer les autres causes, avec des examens qui sont relativement simples et pas chers. Et aussi parce qu'en fait, le potentiel évolutif de cette insuffisance rénale, il est très important pour savoir si votre patient il a juste de l'insuffisance rénale aiguë, de l'aiguë sur chronique, et quel type d'insuffisance rénale chronique, pour savoir quel est le potentiel qui va survenir si vous l'inscrivez dans un programme de transplantation. Si le patient il a d'autres causes qu'un syndrome hépatorénal comme atteinte rénale, sa fonction rénale post-greffe, elle va être très impactée. Et pour des patients qui ont des DFG assez bas, notamment aux alentours de 25 minutes, il faudra peut-être les inscrire sur une greffe combinée. Ça, j'y reviendrai. Rapidement, pour revenir sur l'échographie cardiaque, ça n'a absolument rien de spécifique, mais c'est une révolution dans le monde de la cirrhose et l'insuffisance rénale que de dire qu'il faut faire une évaluation de la volémie chez le patient et qu'il faut suivre cette volémie avec de l'expansion volémique. Alors pour nous, ça nous paraît trivial et du bon sens, et vous, jeunes praticiens, vous avez été biberonnés avec ça, mais les hépatologues du secteur aigu sont des gens qui sont quand même moins habitués. Donc voilà, donc évidemment, quand la patiente va rentrer avec l'état qu'elle présente, il n'y a aucun argument pour vous faire penser qu'elle n'est pas en surcharge. Vous pouvez tout à fait mettre l'appareil d'écho et trouver un énorme cœur droit avec une veine cave qui est non compressible, mais vous pouvez aussi trouver un cœur très hyperkinétique avec une veine cave qui est quasi virtuelle, notamment par exemple si elle se surinfecte avec une infection du liquide acide. Donc vous ne dégainez aucun remplissage ou aucun vasoconstricteur sans une évaluation de la volémie, ce qui vaut comme n'importe quel autre patient qui rentre chez vous en réanimation pour une insuffisance rénale aiguë. L'échographie abdominopelvienne, vous allez regarder les voies urinaires rapidement. Si vous avez un peu l'habitude, vous pouvez regarder aussi s'il n'y a pas une thrombose porte qui est responsable de sa décompensation ou d'hématoacytique. Le ionogramme urinaire n'aura d'intérêt que pour calculer l'UV sur P, parce que la fraction excrétée du sodium, en fait, elle est très peu informative chez le cirrhotique, même si on l'a pensé pendant de nombreuses années. Et la recherche de protéinurie, éventuellement de globules blancs dans les urines, elle est aussi informative, il faut le faire absolument. Alors, prévenir l'IRH chez le cirrhotique, on en a déjà parlé. Ça, c'est les recommandations. Le produit de contraste, on va dire que c'est un non-sujet. Je vous ai parlé de la parasynthèse de grand volume, non compensée par de l'albumine, qui reste une des rares indications de l'albumine pour lesquelles on a prouvé une diminution de la mortalité chez les patients qui présentaient une infection du liquide d'acide ou du risque rénal chez les patients qui ont de l'acide. De la même façon, quand il y a un saignement digestif, il faut absolument mettre des antibiotiques et faire une expansion volémique. Et en cas de diurèse, il faut arrêter les diurétiques pour éviter de précipiter la fonction rénale du cirrhotique. Donc, quelle va être votre prise en charge ? On touche au but. Du furo. Elle est comme ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'évaluation. De l'albu. De la terlie. Oui. Un peu de tout ça.
Oui. Ou l'un puis l'autre, c'est-à-dire qu'on remplit, ça ne marche pas, on déplète, ça ne marche pas, on met des vasoconstricteurs et après on verra. Bon, ça c'est ce qu'on fait en service standard. Et puis quand ils n'y arrivent plus, du coup ils échouent en réa. Voilà. Donc, quelle est votre prise en charge? Effectivement, sans une évaluation de la volémie, en fait, on ne peut pas répondre à cette question-là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout si elle est en surcharge ou elle ne l'est pas. Et le mot de surcharge apparaît maintenant dans les recommandations, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils disent si le patient est en surcharge, il faut mettre des diurétiques, mais par contre, vous ne pouvez rien faire sans évaluation de la volémie. Il ne se mouille pas forcément sur la fente sans l'évaluer, on s'en fiche un petit peu. Et sur une réévaluation de la volémie après avoir fait un geste thérapeutique de déplétion ou de remplissage. Donc, ce schéma-là, la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë chez le cirrhotique, finalement, il est caduque, même s'il n'est pas si ancien. Alors, la première partie qui consiste à enlever tous les médicaments responsables de la décompensation, éviter la nephrotoxicité, stopper les bêta-bloquants, les diurétiques, etc. Bien sûr, il faut la conserver, c'est du bon sens. Mais par contre, le remplissage à l'albumine, 1,5 kg par kilo, à J1 et encore un bon gros kilo à J3 de manière arbitraire n'est plus recommandé. La littérature s'est basée là-dessus, elle a montré une diminution de l'atteinte rénale, mais maintenant il n'est plus recommandé de balancer cette albumine sans évaluation de la volémie. Et surtout, la dose n'est plus recommandée, c'est-à-dire qu'on vous dit il faut mettre de l'albumine, du coup on ne sait pas trop combien, mais vous mettez de l'albumine, vous réévaluez votre volémie et en fait vous ne remettez pas forcément après. Et si le patient rentre en réanimation et qu'il est euvolémique, à ce moment-là, il faudra lui administrer des vasoconstricteurs d'emblée. D'accord ? Donc il n'y a pas cette première étape de remplissage qui durait 3 jours, où le patient devenait comme ça, et puis après les vasoconstricteurs si ça ne marche pas, mais en fait on fait tout en même temps. Et surtout on fait moins d'albumine. Donc ça, c'est les recommandations. Donc effectivement, on constate qu'on revient à la case départ, c'est-à-dire qu'il faut évaluer la volémie, remplir avec quoi? Des cristalloïdes plutôt balancés, stopper la iatrogénie. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? En fait, même si le patient est comme ça au niveau de l'acide, il n'y a pas d'intérêt à monitorer sa pression intra-abdominale, qui n'est pas responsable de son insuffisance rénale aiguë. Et on y reviendra. Il recommande surtout qu'après un épisode d'insuffisance rénale aiguë chez le cirrhotique, il va falloir absolument l'adresser à un centre pour qu'il puisse expertiser sa transplantabilité ou pas. Ça, on en a parlé. Donc, la spécificité de la prise en charge du syndrome hépatorénal, le monitorage de la volémie. Je vais vous parler rapidement des vasoconstricteurs. C'est terlipressine ou noradré. La noradré, ça nécessite un cathé veineux central, même si on peut le discuter surtout avec les doses administrées dans le syndrome hépatorénal. La terlipressine, elle s'administre à dose IVSE, à dose continue. Vous pouvez la faire en service standard également, mais ça permet largement de diminuer les complications qui sont liées au bolus et diminuer les doses. Donc vous commencez à 2 mg jour, et après, chez un patient euvolémique bien sûr, et vous réévaluez votre durèse de manière rapide, donc toutes les 6 à 12 heures. Parfois, quand vous mettez les patients sous vasoconstricteur, ils se remettent à pisser immédiatement. Et donc, du coup, il n'y a pas de recommandation de dose. Vous montez par palier de 2 mg chaque jour pendant 48 heures jusqu'à obtention de la durèse. Et puis, si ça ne marche pas, vous l'arrêtez. Pareil pour la noradré, vous mettez la noradré. Et il n'y a pas vraiment de seuil recommandé. Ils disent qu'il faut monter la PAM de 10 mm de mercure. En pratique, ce qu'on fait dans le service, c'est qu'on monte la PAM jusqu'à ce que le patient urine, avec des seuils quand même. Mais voilà, on peut monter jusqu'à 70-80 mm de mercure de PAM, ce qui parfois est nécessaire pour que les cirrhotiques se mettent à repisser. Rapidement, les critères pour l'arrêt de la terlipressine ou du vasoconstricteur, parce qu'à un moment donné, le patient est dépendant, il va bien falloir s'arrêter. La terlipressine, c'est 14 jours maximum. À partir du moment où vous avez une décroissance de la créate ou une amélioration de la durèse, vous sevrez tranquillement. Si vous avez un effet secondaire, bien évidemment. Si vous avez mis en place une dialyse, ça ne sert plus à rien de faire des vasoconstricteurs. Et surtout, le message, c'est qu'à partir du moment où le patient requiert un vasopresseur ou de la dialyse, il faut absolument appeler le centre expert de votre région pour leur demander s'il y a une transplantabilité possible du patient. Sans quoi, vous risquez de faire des choses futiles. Donc ça, c'est l'algorithme pour lequel probablement vous ne voyez rien, mais qui reprend un peu ce qu'on a dit. Il y a la référence qui est intéressante ici, que vous pourrez aller récupérer, qui détaille la prise en charge du patient
cirrhotique en insuffisance rénale aiguë, avec plus ou moins syndrome hépatorénal associé. Quid de l'épuration rénale, et je vais presque en terminer là-dessus. L'épuration extra-rénale, il n'y a aucune spécificité sur le timing d'initiation, la durée, etc., par rapport à un patient non cirrhotique. La seule chose, c'est que, attention au citrate. Si vous avez un patient qui est très déséquilibré, l'anticoagulé au citrate, c'est quand même joué, même dans un centre qui a l'habitude. Attention au risque thrombotique. Si vous faites de la CVVH sans héparine, les patients sont souvent carencés en net étroit, donc ils vont thromboser leur filtre dans l'heure qui va suivre la mise en place de la filtration. Et surtout, vous ne pouvez pas mettre en place une épuration extra-rénale sans avoir, à très court terme, la nécessité d'inscrire le patient soit dans un programme de transplantation, soit l'éliminer, auquel cas le patient sera probablement en situation palliative. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de le faire, notamment pour temporiser le temps de faire le bilan, contacter la famille et contacter le centre de référence. Mais en tout cas, le pronostic du patient, il est dans les semaines qui suivent. Quid de la transplantation rapidement. Là, je vous avais mis un peu les indications de transplantation foie-rein. Et finalement, si le patient a une insuffisance rénale aiguë uniquement liée au syndrome hépatorénal, la fonction rénale récupère après transplantation. C'est ce qui est marqué ici. Ça, c'est le SHR. C'est un papier qui date un peu, mais ça reste d'actualité. Par contre, si c'est de la nécrose tubulaire aiguë ou du syndrome ou une atteinte mixte qui n'est pas du syndrome hépatorénal, ça, c'est l'évolution vers une insuffisance rénale chronique stade 4-5. Et donc, du coup, rapidement, à 1 an, c'est des patients qu'il faudra inscrire dans un programme de transplantation pour le rein parce qu'ils auront une insuffisance rénale préterminale ou terminale. Et ça, c'est le poids de la fonction de l'atteinte rénale chez le cirrhotique. Si c'est du syndrome hépatorénal, la survie avec transplantation, elle est très bonne, voire même elle est celle de n'importe quel patient cirrhotique transplanté. Si vous avez une insuffisance rénale aiguë qui n'est pas du syndrome hépatorénal pur, a fortiori de la nécrose tubulaire, la survie est quand même nettement moins bonne à 12 mois. On va être obligé de conclure. Ah bah, très bien, parfait. C'est fini. Donc, à ramener à l'hôpital, l'insuffisance rénale aiguë du cirrhotique, ce n'est pas du syndrome hépatorénal. On parle maintenant de syndrome hépatorénal associé dans un contexte d'insuffisance rénale aiguë. Pas d'acide égale pas de syndrome hépatorénal. Je l'ai mis en gras. Évaluation de la volémie toujours. Bilan de débrouillage de base comme n'importe quelle insuffisance rénale aiguë toujours. Arrêt des néphrotoxiques toujours. Remplissage vasculaire, j'ai mis la plupart du temps, parce que parfois vous serez dans un contexte de surcharge et de syndrome hépatocardiorénal. Les vasoconstricteurs parfois, et surtout, à partir du moment où ça les nécessite, il faut appeler votre centre de recours pour évaluer le projet chez le patient. Et voilà. Merci beaucoup, Céline. On a le temps pour peut-être quelques questions, parce que les deux cas cliniques sont vraiment différents. C'est pas le même sujet, ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, Fanny. Tu parles du monitorage par OTT, mais tu peux le monitorer autrement aussi, au point de vue hémodynamique, pour regarder l'efficacité thérapeutique. Après, tout dépend de la gravité du cirrhotique. C'est bon, on n'est pas pico raciste, mais c'est vrai que souvent, c'est quand même des patients qui sont pas non plus... c'est des patients souvent qu'on voit à l'USC, en fait. Donc il n'y a pas forcément besoin de leur mettre un cathé radial, enfin il n'y a pas forcément besoin de les équiper. Ce qui est important surtout, c'est de monitorer cette volémie. Après, si vous équipez pas le patient, il faut la suivre à l'écho, quoi. Mais chez des patients qui sont peu graves, entre guillemets, on ne va pas les équiper d'un PICO et les garder au lit pendant 72 heures juste pour suivre, pour faire du monitorage. Je peux revenir sur un point où tu as dit... On ne t'entend pas sur le micro. Oui, ça fait pas toc-toc. Oui. Oui. Tu as dit que le patient avec acide, on va pas enlever il n'y a pas de syndrome du compartiment intra-abdominal chez les cirrhotiques. Non. Il y a quelques cas ou quelques reports ou autres de patients qui sont anuriques et qui sont évacués de leur acide. Et qui s'améliore après évacuation d'acide. Donc juste sur ce point-là, sur le syndrome du compartiment intra-abdo et insuffisance rénale aiguë chez le cirrhotique. Déjà, on pourra difficilement monitorer sa PIA parce que le patient, il est comme toi et moi avec de l'acide, donc ça va être difficile de le faire le curariser juste pour la mesure de la pression, mais il faut évacuer l'acide. Le message, enfin il faut
il faut en enlever un peu, mais le message, c'est ne pas dépléter le patient de 8 litres Oui. en 24 heures. Voilà. Ok, non, mais c'était sur un des mécanismes d'insuffisance rénale aussi, sur hyperpression. Après, il faut vraiment que ce soit de l'acide de grand volume, et souvent, on les laisse quand même pas monter jusqu'à 10 ou 11 litres d'acide, mais surtout, il ne faut pas les évacuer. On a le temps pour une autre question, je pense, et puis on passera au cas clinique suivant. Terlipressine ou Noradré, c'est pareil? Il n'y a pas plus l'un que l'autre? En fait, Terli Noradré, c'est pareil. La Noradré, ça nécessite d'être dans un milieu plus réanimatoire. Mais ce qui est important dans ces guidelines, c'est qu'en fait, ça va obliger quand même à prendre en charge les cirrhotiques de manière beaucoup plus pointue, entre guillemets, que ce qui est fait actuellement dans certains services d'hépatogastro. Ce qui n'est pas le cas chez nous, mais ça milite pour une compétence mixte sur la prise en charge de ces patients-là. Ce qui est écrit dans ces papiers, c'est des données, c'est des choses qu'on trouve naturelles et spontanées, mais qui n'étaient pas dans le milieu gastro-entérologique. Donc c'est vraiment c'est des patients qui ne sont pas forcément extrêmement défaillants, mais quand on arrive comme cette patiente à avoir de l'insuffisance rénale et de la surcharge, et peut-être du sepsis, parce qu'il va quand même falloir ponctionner son acide pour vérifier si ce n'est pas un trigger supplémentaire, c'est des patients qu'il faut monitorer un petit peu plus de façon rapprochée pour la mettre dans un secteur, et puis surtout l'inscrire assez rapidement dans une filière de prise en charge spécifique. J'avais la notion qu'au bout de 5 jours de terlipressine ou de vasoconstricteur, si le rein ne se relançait pas, ça n'allait pas marcher. Enfin, cette notion de 5 jours, 3-5 jours. C'est même... oui, parce qu'en fait, on monte progressivement la terlipressine, parce que même quand on l'administre à dose filée à 2 mg jour, parfois à l'instauration, chez des patients qui sont un petit peu hypovolémiques, on peut se retrouver avec des douleurs abdos ou des douleurs d'angor. Donc, on ne monte pas tout de suite les posologies. Sur la Noradré, ce n'est pas très compliqué. C'est assez maniable comme drogue quand on est en réa. Le patient, s'il ne se remet pas à pisser dans les 24 heures, c'est foutu, quoi. Donc, la Terli, ça peut prendre quelques jours. Mais clairement, au bout de 3-4 jours, s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Et à ce moment-là, c'est un peu on-off. Soit le patient il est éligible à la greffe, et auquel cas il va shifter rapidement, soit il ne l'est pas, et malheureusement on est sur une prise en charge purement palliative. On va être obligé de... Il reste une question. Ah oui, Céline, très rapidement. Juste une question rapide. Comment vous gérez l'hyponatrémie chez ces patients-là? Est-ce que le tolvaptan, ça a été essayé, mais... Je ne sais pas répondre à cette question. Mais c'est vrai que c'est une constante. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais c'est vrai qu'ils sont très souvent à 100-120 de natrémie. Merci beaucoup, Céline.